Bonjour et bienvenue dans Artis, le magazine du BTS audiovisuel du lycée Sugère, ici à Saint-Denis. Saviez-vous que Gogol est un nombre 10 puissance 100, ce qui veut dire que vous l'écrivez avec un 1 et derrière 100 zéros, c'est énorme, tellement grand qu'on pourrait presque concevoir que ce nombre contienne toutes les données du web. C'est d'ailleurs ce nombre qui a inspiré les deux créateurs de Google, forcément Sergey Brin et Larry Page, pour donner leur nom à leur société. Un nombre qui peut rendre fou, on l'imagine, comme d'ailleurs peut rendre fou le web. Mais il y a un autre Gogol qui entraîne dans le monde de l'irraisonné. C'est Nikolai, de son prénom, un écrivain russe, mort à 43 ans, victime de troubles psychologiques qui l'ont conduit d'ailleurs au suicide et dont l'œuvre majeure reste Le Journal d'un fou. Journal d'un fou dont nous allons parler pendant une demi-heure ici sur ce plateau. Ce texte puissant marque en réalité le reflet d'une certaine Russie avec un petit fonctionnaire qui parle couramment le chien, et qui évite les collisions stellaires et qui devient finalement roi d'Espagne. C'est un peu la thématique. Plusieurs invités autour de moi pour parler de ce texte, de ce journal d'un fou. D'abord le metteur en scène, Bruno Desroux. Bonjour. Bonjour. À côté de vous, Estelle Béline, vous êtes vous plasticienne. Bonjour. Nous évoquerons la folie dans l'art, avec vous notamment. Le psychanalyste Clément Langlois. Bonjour. Pour parler folie, bien sûr. Et puis Daria Sinishkina. Bonjour. Bonjour. Professeur agrégé de russe en thèse de doctorat à la Sorbonne, spécialiste de tous ces textes littéraires de la Russie et notamment de la Russie du 19e siècle. La pièce a souvent été jouée au théâtre. C'est un des textes majeurs du théâtre, notamment par la Compagnie des Perspectives, qui l'a mise en scène 2 fois à Avignon, où elle l'a donc présentée en 2012 et 2014, et l'hiver dernier à Paris et ici même à Saint-Denis, avec Antoine Robinet dans le rôle de Poprichtchine. En voici un extrait. C'est une folie! Je crache sur vous deux! Que le diable emporte... Je ne comprends rien. Je ne comprends absolument rien. C'est l'histoire de ce personnage qui sombre petit à petit dans la folie, qui peut paraître douce, mais au final on s'aperçoit dans la version qu'on a voulu faire du spectacle qu'il est déjà enfermé, qu'il est déjà battu quasiment à mort. Mon Dieu, que font-ils de moi? Ils me versent de l'eau froide sur la tête. Il n'y avait que des enjeux dans cette pièce. D'abord, l'adaptation d'un texte qui n'est pas théâtral au départ. C'est quand même une nouvelle. L'écriture est assez lisible. Cependant, on voit bien que c'est un chien qui écrit. On a beaucoup travaillé avec le metteur en scène sur comment dire la folie, comment la manifester au public. On a pris le parti d'adresser directement l'histoire de ce personnage dans les yeux du public, donc de le prendre à témoin. Ce roi, c'est moi. Bien sûr que c'est sur la folie, mais ça dépasse largement ça, ça parle de l'humanité. Il n'a pas de place dans ce monde. On le persécute. Maman. Maman. Pitié de moi. On vous a vu, Bruno Desroux, dans ce petit sujet. Et alors, il y a sur cette table les feuilles du journal. C'est les feuilles du journal de Gogol, d'ailleurs. Ah, carrément. Ouais. Lorsque nous avons joué à Saint-Denis. Qu'on a vu aussi dans la pièce, dans la mise en scène. Ouais. Bah, ça résout un des premiers problèmes, si je peux me permettre d'enchaîner. Un des premiers problèmes qui se posait pour nous, c'était justement comment dire la folie. Comment dire la folie sans reprendre le journal dans sa forme, avec des dates qui deviennent de plus en plus folles. On est à un moment, Marthe et d'Obre, 20 045. Donc, comment rendre ça au théâtre ? Et on s'est dit qu'il fallait résolument abandonner cette forme de la nouvelle pour trouver la forme théâtrale. Et dans la forme théâtrale, on s'est dit qu'envahir cette prison de vieux papiers, c'était une belle attaque de ce qu'on souhaitait dire. Vous parlez de prison déjà. Oui, déjà. Alors qu'en fait, au départ, on sait simplement que c'est un fonctionnaire. On l'imagine au bureau, presque chez lui. Deux engagements possibles. Beaucoup de versions choisissent au contraire de le rendre assez linéairement et très fortement. Depuis ce personnage d'employé de ministère russe, petit fonctionnaire qui en a assez de son travail, jusqu'à l'enfermement final dans la folie.
Et moi, j'ai retenu surtout le mot enfermement quand on a travaillé avec Antoine Robinet, le comédien, pour partir sur la manière de dire sa prison, c'était Shakespeare. Le monde est une prison, mais personne ne mourrait sans en avoir fait le tour. Donc on s'est dit que c'était exactement ça. Il était déjà enfermé, simplement les gens ne le comprendraient pas tout de suite, car il a l'air tellement normal quand il leur parle, même si le texte est très vite en décalage. Enfermé dans lui-même, forcément. Enfermé dans lui-même, ouais. Absolument. Le lieu joue-t-il un rôle important pour une mise en scène comme celle-là? Je veux dire, par rapport à Avignon, vous avez joué 2 fois. La pièce a également été jouée par d'autres compagnies, notamment au Théâtre du Gymnase, qui est une salle beaucoup plus imposante. Vous l'avez joué avec Antoine Robinet récemment au Guichet Montparnasse à Paris, donc c'est une toute petite salle. Oui, ici, en effet, c'est à peu près le même type de salle. Oui, c'est important parce que le parti pris de la mise en scène là est de faire tomber le 4e mur du théâtre. C'était résolument de s'adresser aux spectateurs. Le 4e mur, on peut le rappeler, c'est celui du spectateur qui entre le spectateur et qui le sépare de la scène, qui le sépare vivement de la scène. Normalement, on ne voit pas les spectateurs, c'est le grand bonheur du comédien. Or là, il n'y a pas de bonheur pour Antoine Robinet. Il les voit, leur parle, s'adresse à eux et voit leur rire s'il y en a, leur émotion. Il n'est en protection de rien du tout. Et le but était bien celui-là. C'était le fait que le lieu peu importait à la limite, sauf s'il n'y avait pas eu la possibilité de prendre les spectateurs à témoin. On doit absolument en faire des témoins de ce qui se passe sur scène. Comment ils réagissent d'ailleurs, les gens, le public, toutes les fois que vous avez joué dans la salle? On rigole? Oui, mais avec une vraie réflexion. Les 2 premières versions que nous avions données en Avignon, le rire s'estompait de plus en plus. Il y avait un rire immédiat, un peu gaguesque, parce qu'il y a des vrais gags. Quand il parle à une petite chienne, donc véritablement, et qu'il comprend le chien, ou quand il s'adresse à la Lune. Donc, c'est certain. Il évite une collision interstellaire. Il évite une collision, il donne l'ordre que la Terre ne s'assied pas sur la Lune. Donc, évidemment qu'il y a un comique fort de situation. Mais bizarrement, peut-être dans la dernière version, on l'a voulu, mais c'est plus fort sans doute que ce qu'on avait pensé. C'est plutôt l'émotion désormais qui est prégnante, c'est-à-dire que ce personnage normal, il y a identification du public et de monter vers la folie finale et vers le martyr final surtout. Estelle Béline, vous êtes, vous, plasticienne, donc confrontée directement aux arts. Vous m'avez dit, avant de préparer l'émission, vous l'avez vu 5 fois la pièce, c'est vrai, jouée par Antoine Robinet. Oui, ça paraît incroyable, mais et je l'ai vu jouer effectivement en Avignon, donc dans une première mise en scène. Et là récemment, quand elle a été jouée au Guichet Montparnasse, et c'est vrai qu'il y a une grande différence entre les 2 versions. Vous l'avez ressenti différemment? Oui, complètement différemment. Dans la mise en scène en Avignon, alors c'était très impressionnant de voir comment Antoine interprétait le rôle, et il y avait quelque chose d'assez violent. Mais dans la 2e version, la part faite au texte est différente, donc on l'écoute différemment. Et moi, j'ai eu l'impression, dans la 2e version, de redécouvrir le texte. On entre plus, c'est plus subtil, et il y a quelque chose de plus poignant. Est-ce que la folie a une plastique dans l'art? Est-ce qu'on peut poser cette question déjà? C'est très vaste comme question. Alors c'est vrai qu'il y a forcément des stéréotypes dans la manière de représenter la folie. On pense naturellement à des peintures où on va représenter un petit peu comme Bruno a expliqué dans le choix de la mise en scène, où pour la pièce de Gogol, où Antoine en fait accroche le public par le regard. C'est vrai que dans beaucoup de toiles, on peut voir un personnage avec les yeux fous, les yeux hagards. Donc même quand il joue, Antoine Robinet, des fois son regard est hypnotisant, oui, pour le public. Enfin, exactement. On ressent ça dans la salle. D'ailleurs, il y a un parallèle que je me suis amusée à faire avec une peinture de Courbet, où c'est un autoportrait du peintre qu'il a appelé le désespéré, et vraiment il a les yeux écarquillés, les vêtements défaits, les cheveux en bataille, et du coup ça peut faire penser à la figure incarnée par Antoine. Le choix du dépouillement aussi, c'est important pour représenter la folie. La folie, on est un peu seul face au monde, on est nu face au monde. Ça peut être une façon effectivement de représenter un être qui est différent des autres, et qui du coup est un peu, dans une solitude, qui est un peu hors le monde. Donc c'est une façon, c'est vrai, en simplifiant, en épurant Puis on va à l'essentiel aussi. On va à l'essentiel. Ce qui est vraiment à l'intérieur. Clément Langlois, vous êtes psychanalyste, donc l'image de la folie qu'on a en général, c'est quoi pour les gens? Je ne vais pas parler pour les gens, mais ce que je peux dire, c'est que très souvent la folie, elle est perçue à travers un filtre, c'est-à-dire que quand on se considère comme faisant partie des gens normaux, on voit la folie à travers un fantasme. Il y a un petit peu un fantasme du fou. Alors ça peut être parfois dans l'idéalisation, ce serait le fou très créatif qui aurait comme ça des intuitions géniales, ou alors le fou dangereux,
possiblement criminels ou enfin, qui pourraient nous attaquer. Et en fait, bon, la réalité de la folie, si on peut dire ça comme ça, elle est beaucoup plus, comment dire, beaucoup plus en demi-teinte entre ces deux positions extrêmes. De toute façon, rien n'est jamais blanc ni noir dans la Voilà. vie, forcément. C'est-à-dire que les gens qui sont considérés comme fous, c'est aussi d'abord des gens qui peuvent avoir des moments géniaux et des moments moins géniaux, et qui peuvent avoir des moments où ils se sentent tellement mal qu'ils ont besoin de... Voilà, il se peut qu'ils agressent des gens, mais ils sont beaucoup plus victimes d'agressions que auteurs. Ils se défendent en fait comme ils peuvent quand c'est le cas. La folie fait peur en général. Oui. Et est-ce que l'image qu'on a de la folie, ou que la société a de la folie, a évolué durant les dernières décennies, justement par rapport à ces peurs qu'on peut avoir? On la voit plus de la même manière qu'avant, parce que depuis les années 50, il y a quand même eu les médicaments. Tous les Ça a vraiment psychotropes. changé beaucoup de choses, ouais. Du coup, même dans la formation, on n'a jamais vu maintenant finalement de fous non médiqués. Donc du coup, ça change effectivement. Souvent, ces médicaments-là endorment et ralentissent un peu. Donc on a plutôt l'image maintenant de gens un peu en prison intérieure en fait. C'est ce que disait notre ami metteur en scène. Daria Sinichkina, vous êtes donc spécialiste de la littérature. Quelle est la place du journal d'un fou dans l'œuvre de Gogol? Je disais tout à l'heure, c'est son œuvre majeure, on peut dire ça? Il a laissé d'autres, les âmes mortes, etc. Voilà, peut-être pas son œuvre majeure, mais ça fait sans doute partie effectivement des œuvres les plus importantes. Elle a été écrite en 1834 et elle a été incluse dans le premier recueil de nouvelles arabesques pour ensuite être incluse dans les nouvelles de Saint-Pétersbourg. Et les nouvelles de Saint-Pétersbourg, c'est l'œuvre, la première œuvre majeure parce que celle qui a donné le plus de tradition littéraire et a engendré énormément de travail et de réflexion de la part d'écrivains ultérieurs. Et effectivement, c'est une œuvre très originale parce que c'est la première et la seule dans laquelle Gogol s'exprime à la première personne, enfin l'auteur parle à la première personne. Et effectivement, il se met en scène un peu lui-même, vous croyez? Alors, il se met en scène dans le sens où... pardon? Moi, je disais clairement. Absolument, parce qu'en fait, au départ, cette œuvre... Alors, elle est composée, disons, de différentes idées de composition d'autres œuvres qui ont donné lieu finalement, donc le journal d'un fou. Et au départ, il a voulu écrire le journal d'un musicien fou. Mais il a laissé tomber l'idée, parce que justement l'idée au départ était de représenter le génie fou. Mais il a préféré représenter un simple fonctionnaire, un homme dont personne n'aurait cru qu'il pouvait être fou, ni génial justement, et puis un fonctionnaire qui est la caricature de l'écrivain. Il passe son temps à tailler les stylos, enfin à tailler les crayons, donc au lieu d'écrire justement. Donc effectivement c'est une mise en scène et d'autant plus poignante, disons, qu'elle est tragique. Et puis avec tout ce déroulement... Il y a un crescendo dans la pièce. Effectivement, il y a le crescendo dans l'œuvre aussi bien que dans la pièce, où on arrive au final, justement, il accepte son rôle de martyr. Et il y a effectivement toute cette réflexion derrière sur l'écrivain génial, forcément exclu. Et c'est d'ailleurs le personnage qui sera repris par la littérature russe en partie. Vous parlez d'exclusion, alors il y a la folie bien sûr dans cette œuvre, dans cette pièce, mais il y a aussi l'absurde et puis il y a l'antinationalisme un peu alors, en ligne de fond. Je ne sais pas si on peut parler d'antinationalisme, il y a l'absurde au sens de grotesque. Chez Gogol, c'est peut-être l'élément le plus important, le plus crucial, qui se retrouve dans toutes ses œuvres. Il y a bien sûr une critique de l'histoire, de l'actualité, surtout parce que sa folie, au départ, de manière tout à fait simple, émerge de sa condition de fonctionnaire, et condition de fonctionnaire qui est très particulière puisqu'il a un statut spécifique dans la société. Et ce statut, en fait, il vient d'une table des rangs qui a été instituée par Pierre le Grand au XVIIIe siècle, au début du XVIIIe siècle, et qui a été en vigueur jusqu'à la Révolution de 1917. Une table des rangs qui distingue les différents titres, les différentes fonctions qu'occupent les gens dans la société. Et c'est pour ça une hiérarchisation extrêmement marquée. Et lui occupe un grade très peu élevé. Et vous vous souvenez du passage où il se pose la question, mais pourquoi est-ce que tout le monde dit que je suis le conseiller ou le secrétaire, je ne sais plus comment c'était traduit conseiller titulaire, voilà, en français. Pourquoi est-ce que je ne serais pas général? Est-ce que ce serait écrit sur ma tête? Non. Alors, il devient général dans sa tête. Il devient général dans sa tête. Même plus, oui, il devient roi. Justement parce que, il décide d'abolir toute cette hiérarchie
imposer et de faire une quête personnelle. Oui. On rebond peut-être d'ailleurs sur vos deux interventions, c'est qu'il fallait faire la mise en scène à partir de ces deux choses-là. C'est-à-dire qu'il y avait bien évidemment la lecture littéraire de l'œuvre, et puis évidemment historique que vous venez de faire, et il y avait le regard de la normalité. Et c'était ça le but du quatrième mur qui tombait. C'est une image dans Elephant Man, je ne sais pas si vous vous rappelez, où on a ce personnage qui est avec des monstres, mais la nuit, il leur fait des conférences sur tous les sujets savants de son époque, et il a tout ce public qui pour nous est vraiment monstre. Donc ils ont des têtes difformes, etc. Mais ce sont des gens d'une intelligence rare et qui écoutent les choses les plus compliquées. Et c'est ça qui était intéressant avec le public, de lui faire jouer ce rôle pour à la fois rendre le petit fonctionnaire russe dépassé par les événements et rendre évidemment le regard de la normalité dessus. Parlons un peu de littérature, Daria Sinichkina. Est-ce qu'on peut dire qu'il est, Gogol, précurseur d'une certaine littérature d'Europe? Alors je pense évidemment à Kafka, Dostoïevski ou même le Polonais Gombrowicz. Alors, pour ce qui est de la littérature d'Europe, je pense que tout à fait... D'Europe de l'Est, on va dire. D'Europe de l'Est, tout à fait, dans le sens d'un outil d'écriture, qui est la déconstruction du monde, tout simplement, et qui se retrouve aussi bien chez Gombrowicz que chez Kafka. Alors, pour la littérature russe, c'est beaucoup plus simple, bien sûr, de voir la progression et de voir l'héritage. Le journal d'un fou est mentionné énormément au 19e comme au 20e siècle d'ailleurs. C'est un genre, le journal, celui du journal. Et à chaque fois qu'un écrivain russe se met à écrire un journal pour la publication, une œuvre littéraire qu'il intitule Journal, bien sûr il fait référence à Gogol et à cette œuvre-là. Je parle non seulement de Dostoïevski, alors pour des œuvres plus de fiction, mais aussi au XXe siècle, Yuri Alirch par exemple, qui écrit son journal personnel, qui n'est pas pour la publication dans les années 30, ou même plus tard Andrei Siniavski, qui va lui aussi faire beaucoup de références à Gogol. Donc Gogol est un vrai marqueur. Ah, c'est un marqueur crucial, extrêmement important. Bruno Desroux, pourquoi vous avez choisi, dans cette version-là en tout cas, la traduction de Louis Viardot, dont on peut dire que c'était un quasi contemporain de Gogol? Peut-être d'abord pour un début d'analyse littéraire qui était de comparer les versions entre elles, et beaucoup de traductions se sont recopiées les unes les autres, au point même de ne pas voir que certains passages avaient été oubliés par certains traducteurs. Donc, vous êtes revenu aux sources en quelque sorte. Du coup, on s'est dit, avec évidemment des personnes plus autorisées que nous en langue russe, mais on s'est dit que véritablement, à ce moment-là, autant remonter cette première version qu'on avait découvert absolument par hasard avec l'acteur, et en la relisant, on la trouvait beaucoup plus drôle. Alors, il y avait bien sûr des modernisations nécessaires, on avait encore des traductions en verste pour mesurer les unités, etc. Donc, on a résolument, on était obligé. Mais il n'en reste pas moins que c'était beaucoup plus drôle, et dès le début, je crois que la traduction première se voulait beaucoup plus drôle que celles qui ont suivi. Alors, la pièce est un peu drôle, et puisqu'on parle beaucoup de Gogol, eh bien pour mieux connaître cet écrivain russe, je vous invite à en découvrir le portrait, là aussi avec une pointe d'humour. Nikolaï Vassilievitch Gogol est né en 1809 à Sorotchinsi, en Ukraine. Gogol quitte l'Ukraine pour Saint-Pétersbourg avec l'ambition de faire carrière dans l'administration. Sa première œuvre littéraire est un échec retentissant et il retire les exemplaires de son poème des librairies pour les brûler. En 1831, après plusieurs échecs littéraires, il devient professeur. Il est introduit dans les milieux littéraires et présenté à Alexandre Pouchkine, qui l'encourage à écrire. Il publie Les Soirées du Hameau, qui lui assure la célébrité. En 1835, il publie Le Journal d'un fou. En 1836, il entame de longues pérégrinations en Allemagne, puis en Suisse, Paris, Rome, puis à nouveau en France, puis en Belgique. Il est vraisemblablement atteint de troubles psychologiques qui le font accumuler mensonges et approximations quant aux détails de sa biographie. En 1842, paraît son grand roman, Les âmes mortes, d'abord interdit. Il est en effet une féroce satire de la médiocrité humaine et critique acerbe de la Russie tsariste. À partir de cette époque, Gogol sombre dans la dépression et le mysticisme. Il étudie les livres saints et se voit comme investi d'une mission divine. Il brûle à plusieurs reprises la suite des âmes mortes. Accusant le diable de l'avoir trompé, il se laissera ensuite mourir en refusant nourriture et soins. Il décède le 21 février 1852. Hey! Le feu compte beaucoup pour Gogol, on l'a vu, il a brûlé ses premières poésies, il a brûlé plusieurs fois la suite des âmes mortes. Est-ce qu'on peut dire, Daria Sinichkina, qu'il était fou lui-même? Parce que le personnage, évidemment, j'arrive jamais à le prononcer, aidez-moi. Poprochin, voilà, le personnage est fou, mais est-ce que Gogol lui-même était fou, quoi? Alors, comme on a dit tout à l'heure, je n'ai pas eu le plaisir de connaître Gogol personnellement, mais je pense qu'une réponse intéressante à votre question sera de dire qu'on l'a considéré comme fou. Et ce, en fait, très rapidement après sa mort, et surtout au début du XXe siècle, au moment où Gogol a été redécouvert
par ce qui s'appelle, à l'époque qui s'appelle l'âge d'argent, hein, surtout par les symbolistes. Et on l'a redécouvert, on l'a relu à la lumière, alors à la fois de ses écrits mystiques, et puis à la lumière aussi de tout un courant qui avait émergé à ce moment-là en Russie, qui était le fantastique. Et du coup, on a fait de Gogol un écrivain fantastique. Et on a assimilé, disons, la figure de l'écrivain lui-même, génie fou, et ses personnages, et puis son écriture complètement délurée. Alors, il y a une différence entre la folie créatrice et la folie réelle, mais là je vais me tourner vers le psychiatre, Clément Langlois. Est-ce qu'on peut dire que ce qu'il écrit nous révèle qu'il aurait pu être fou lui-même? Est-ce que c'est crédible dans la représentation de la psychose schizophrénique ou paranoïaque? Moi, je pense son écrit. Je ne pense pas qu'on puisse tirer des conclusions sur l'auteur à partir de l'écrit. Ça peut se faire, mais je ne trouve pas que ce soit ce qui est le plus intéressant à faire. Il s'est efforcé en tant qu'auteur de nous donner un texte, autant s'intéresser à son texte. Et laissons Gogol tranquille. Enfin, et puis c'est pas ce qu'il y a de plus intéressant, je pense, à se dire. Par contre, le texte, oui, le récit qu'il y a m'a frappé, comment dire, est très... clinique, enfin c'est assez vraisemblable, oui, ça fait penser à des histoires de vie qu'on peut entendre dans la réalité des gens qui souffrent aujourd'hui, notamment autour de la schizophrénie. Alors schizophrène ou parano, d'ailleurs c'est quoi la différence? Là, on voit le début de... Bon, alors il n'allait pas très bien, ce petit fonctionnaire, mais le moment un peu de bascule, c'est quand il y a une hallucination où il entend une voix et il l'attribue ensuite au chien. Mais il y a un moment de doute où lui-même trouve ça bizarre et il s'interroge. Imaginez que demain vous entendiez, je sais pas moi, votre robinet qui parle. Bon, ça ira pas. On se questionne, oui, voilà. Il y a un petit souci, quoi. Et du coup, à partir de là, je trouvais que c'était très bien décrit dans le texte. On voit comment il y a du coup toute ce qu'on appelle un délire, mais enfin, c'est-à-dire une tentative de faire en sorte que le monde ait un sens, qui est, en incluant l'hallucination. De son hallucination, voilà. En quelque sorte. Estelle Béline, dans l'histoire de l'art, les grandes représentations de la folie, parce que là on parle d'un texte, mais il n'y a pas que les textes, enfin il y a de la peinture, je pense au cri de Munch qui a cette tête un peu de folie là. Oui. C'est ça, c'est-à-dire qu'il y a des images fortes. Alors il y a représenté un personnage qu'on peut considérer comme fou, donc pourquoi pas effectivement le cri de Munch, où du coup c'est un peu la figure stéréotypée de quelqu'un qui va pas bien ou qui a franchi peut-être une certaine limite. Après, ce qui est intéressant aussi, c'est que il y a une frontière entre ce qui relève d'un acte créatif et ce qui relève d'un acte de folie. Une frontière un petit peu poreuse. Par exemple, on peut être créatif sur la folie sans être fou. Voilà, mais l'imaginaire collectif a tendance un petit peu à mélanger les deux. Enfin, c'est une vision un petit peu romantique de l'artiste qui consiste à dire que pour créer, on doit avoir un élan comme ça un petit peu de folie pour être dans quelque chose de génial. Enfin, le génie, la folie, ça se côtoie. Et par exemple, il y a de nombreux films qui ont été réalisés sur des artistes fous, comme Van Gogh ou Camille Claudel. Et c'est vrai que à chaque fois, dans ces films, on veut montrer comment l'acte de création peut basculer si la personne elle-même, il y a un déclic dans sa vie qui fait qu'elle perd pied et du coup elle devient plus géniale, ou si elle retombe à la normalité, l'acte créatif va être moins porteur, moins conséquent. Donc je trouve que dans le cinéma, il y a beaucoup de représentations comme ça où je pense que le public aussi peut-être est fasciné par ces figures. Enfin, ça correspond un peu à l'image qu'on se fait aussi de l'artiste. Et des films comme Shining ou alors Vol au-dessus d'une coucou qui parlent carrément de la folie. Oui, peut-être que tu peux en parler. C'est ce qu'on se disait tout à l'heure, pour le coup. Où la folie, justement, on part de Shining. Ce qui est assez étonnant dans Shining, c'est la figure appuyée, évidemment, de Nicholson, donc, qui nous fait presque ressentir qu'il est le coupable désigné. Donc, mais bien sûr, mais avec ce visage ravagé absolument par la folie qui monte au fur et à mesure. Donc, voilà. C'est justement ce que je n'aurais pas voulu en mise en scène de théâtre, mais au cinéma, c'est remarquablement efficace. En tout cas, nous, on avait intérêt de le dire autrement. Depuis quand on représente la folie dans l'art? C'est très ancien, depuis que l'art existe? Oui, c'est ancien. Après, je pense que là, c'est difficile de répondre sans avoir aussi le regard
de spécialistes qui pourraient aussi expliquer comment on a décrit la folie selon les époques. Parce que, par exemple, si on pense au Moyen-Âge, on associait la folie à tout ce qui était satanique. Donc, dès l'instant où on représentait des monstres, ou dans des peintures, ou même dans les édifices religieux, s'il y a des monstres, si on voit le diable, c'est qu'on est proche d'une représentation de la folie. Aujourd'hui, ça n'a plus ce sens-là. C'est-à-dire que des plasticiens ne vont pas forcément représenter la folie de cette façon. Enfin, dans l'art contemporain, on va avoir des approches assez différentes. Justement, le texte de Gogol nous montre, Clément Langlois, quelque chose de particulier sur la folie du 19e siècle. Parce que vous disiez tout à l'heure, aujourd'hui, la folie, elle est mieux gérée par les médicaments, etc. Est-ce qu'on apprend des choses Je n'ai pas dit qu'elle était mieux gérée, c'est-à-dire que non. Elle est gérée comme ça maintenant, oui. Avant, c'est vrai que, cela dit, ça a été une grande aide, bien sûr. Faut refaire tout un fil historique, je vais faire rapidement, mais enfin, il y a longtemps, enfin, à l'époque, avant la Révolution française, si vous voulez, il y avait pas, c'était pas médicalisé, ils n'étaient pas spécialement malades, c'était pris dans d'autres registres de croyances. Et donc, en gros, on ramassait les putes, les fous, les vagabonds, c'est-à-dire les clochards, et on les mettait dans des sortes de prisons. Et puis, tout doucement, ça s'est différencié. Et on a commencé, alors là c'est à l'époque de Pinel, qui est un peu avant la Révolution, c'est un psychiatre, qui a commencé à vouloir les soigner en pensant que c'était effectivement une maladie. Donc ça a été, disons, peut-être un mieux, je ne sais pas, mais enfin tout doucement, c'est devenu la solution a été l'enfermement quand même. C'est-à-dire c'est parti de la prison, ça c'est le travail de Foucault, hein, pour en arriver à un enfermement pour des raisons médicales. Maintenant, à l'heure actuelle, l'enfermement, c'est vraiment pour les moments de crise, et sinon, c'est les médicaments qui font de la camisole un peu. L'enfermement, vous le disiez tout à l'heure, Bruno Desroux, en fait, il est très présent chez Gogol, donc à cette époque-là, c'était une manière de gérer la folie, l'enfermement. C'est ce qui lui arrive d'ailleurs à la fin du texte. Le théâtre s'empare souvent de la folie ? Il y a des dizaines de pièces qui pourraient venir à l'esprit, oui, de tout Shakespeare. Donc quasiment déjà, évidemment, Hamlet dans les plus célèbres, mais Lady Macbeth, donc Shakespeare. Et c'est sans doute le plus beau raisonnement sur la folie et l'enfermement. Mais pour autant, justement, déjà, on a la réflexion chez Shakespeare que la folie et normes font bon ménage. Donc, et que le n'est pas fou toujours celui qui est sur scène. Et c'est adressé au public. Et puis, je sais pas, le Caligula de Camus, que j'ai mis en scène pour le coup, sans doute avec les mêmes intentions de rechercher une autre forme de folie. Mais le Caligula de Camus est célèbre sur évidemment la folie qui prend les hommes en otage. On n'est pas loin de Nicolas Ier, et donc quand il rétablit l'ordre tsariste sous Gogol. Oui. Dernière thématique qui est intéressante, c'est la politique en quelque sorte, puisque l'art évidemment critique, l'artiste critique le monde dans lequel il vit, la société. C'est le cas aussi pour Nicolas Gogol. Sans doute de manière indirecte, je rejoins tout à fait ce que disait la collègue tout à l'heure, mais c'est vrai que je crois que c'est pas son ambition première. C'est en revanche de montrer bien évidemment que la société elle-même est enfermée. Donc, et on est vraiment, si on est dans un miroir historique, on est à l'époque de reprise en main par Nicolas Ier qui rétablit les valeurs traditionnelles de la Russie, et il y a sans doute une influence sur Gogol dans le texte. Mais ce qui est intéressant, c'est plutôt ce personnel de la dictature. S'il y a une valeur contemporaine, vous m'aviez demandé un jour ce que j'en pensais, justement, je crois qu'il y a une valeur contemporaine de ce texte, c'est tous ces personnels de la dictature, cet infirmier-chef que lui prend pour un grand d'Espagne, mais qui leur tape dessus à coups de bâton, assez fou. C'est une société verticale, est très en contraire avec la société qu'on connaît aujourd'hui, qui s'horizontalise avec les réseaux sociaux, etc. Vraiment. Et l'idée de l'horizontaliser, si vous voulez, avec l'ouverture vers le public, justement, c'était ça. Puisqu'on parle de totalitarisme, Daria Sinichkina, est-ce qu'on peut dire que le journal d'un fou est une préfiguration, en quelque sorte, des régimes totalitaires qui ont succédé au tsarisme ? Alors, ou est-ce que c'est d'abord, aller trop loin ? Je veux juste rebondir sur ce qu'on vient de dire, c'est-à-dire par rapport à Gogol et à ses intentions. Comme vous dites tout à fait justement, chaque œuvre littéraire, bien sûr, répond à son époque et inscrit dans une époque. Pour Gogol, il y avait aussi quand même toute une réflexion spirituelle qui l'a mené finalement à sa période mystique finale, mais finale oui et non. Enfin, je veux dire, c'est un questionnement qui est présent dès le départ, et c'est un questionnement qui fait que son fou rejoint la tradition du fou dans la littérature russe. La tradition du fou dans la littérature russe, c'est le fol en Christ, qui est présent en fait en filigrane à peu près dans toutes les œuvres du 19e et du 20e siècle, disons. Vous avez les fous plus ou moins intégrés, comme le personnage principal de la pièce de Griboyedov, du malheur d'avoir trop d'esprit, qui a les mêmes caractéristiques que celui de Gogol parce qu'il est exclu
de la société. Et il est fou, non pas parce que lui, dans sa tête, est fou, hein, ça n'a rien à voir avec le personnage ici de Pavlychyn, mais parce que, eh bien, il est incompris. C'est l'idiot de Dostoïevski, bien entendu. Et dans le sens où, tout simplement, Gogol va réfléchir aussi, tout comme le fera ensuite Dostoïevski, comme le fera Bill au XXe siècle aussi, sur la figure du fou comme monade hein, de la société, mais qui est exclue, qui est complètement isolée. La fin, c'est l'isolement cosmique presque, et très triste, enfin c'est tragique cette fin. Et juste, voilà, je voulais juste rebondir sur ça pour finir sur le nom du personnage. Hein, je ne sais pas si vous vouliez poser encore la question. Il a un nom particulier, oui, voilà, il y a une résonance spéciale. Pavlychyn, absolument, parce que ça vient de Popliché. Popliché, ça veut dire le domaine, l'espace, littéralement. Et en fait, on peut l'utiliser pour dire, par exemple, pour désigner un métier, pour désigner un domaine de la vie. Mais même plus généralement, pour désigner tout l'espace de la vie. Et du coup, il y a une sorte de prise à partie même du lecteur. Vous avez parlé de la prise à partie des spectateurs pendant la pièce, mais même une prise à partie du lecteur que de les inciter à trouver leur espace de la vie, hein, qui n'est pas celui dans lequel on le catégorise dans la vie réelle, soit par rapport au titre ou par rapport à la hiérarchie. Juste en rebond sur ce que vous disiez, et peut-être pour la réponse à ce que vous demandiez tout à l'heure, Bernard, je pense que ce n'est pas une dénonciation au sens strict du totalitarisme, c'est une évasion face au totalitarisme par l'absurde. Et ça, c'est plutôt, je trouve, inaugurateur d'une tradition, et Kafka, évidemment, mais Gombrowicz. Oui. Gombrowicz, vraiment, où on a l'impression qu'il se produira toujours quelque chose qui n'arrive pas. Donc, ça pourrait presque aller jusqu'au désert des Tartares, je crois qu'on n'en serait pas loin. Donc, véritablement, il y a une fuite du personnage dans une autre réalité. Le désert des Tartares. Oui. Juste pour finir, voilà, c'est tout à fait juste ce que vous dites, d'autant plus que la littérature russe contemporaine, puisqu'on parle de réponse à la politique, est très gogolienne dans ce sens-là. Hein. C'est le fait d'échapper, enfin, ou d'essayer d'échapper à la réalité par l'absurde et le grotesque. Pour conclure, je pose la question à tout le monde, alors je ne sais pas qui va répondre en premier ou simultanément. Pourquoi la pièce a connu un tel succès, ou connaît toujours un tel succès à travers le temps, quoi. Ça fait un siècle et demi maintenant, plus d'un siècle et demi, presque 2 siècles. Moi, je peux faire une réponse de théâtre. Une réponse de théâtre, c'est certain que même comme lecteur, je crois, le lecteur est un bon spectateur de théâtre. C'est-à-dire qu'on rit aux larmes, parfois, ce personnage grotesque, justement, je reprends votre expression. Et malgré tout, on ne peut pas s'empêcher, à la fin, d'être touché par l'émotion, quelle que soit son expression. C'est-à-dire qu'il participe de l'humaine condition et il nous prend à partie de cela, très, très fortement. Oui, moi, je peux m'exprimer en tant que spectatrice du coup aussi. Moi j'ai trouvé, donc c'est très émouvant, et c'est vrai que je pense que si aujourd'hui on est sensible encore au texte, c'est parce que forcément ça fait écho à des choses qu'on a vécues. Enfin, vous disiez que la société tendait à devenir se rendre horizontale. Oui. Moi j'ai l'impression que ce 21e siècle sera très horizontal. Ça dépend ce qu'on vit, mais il y a quand même une verticalité dans notre société qui est encore énorme, notamment due aux institutions. Et je trouve que dans la pièce, ce qui est aussi un peu encourageant, ou en tout cas ce qui nous rend proche du personnage, c'est qu'on a envie de lutter avec lui pour trouver le moyen de s'affirmer soi-même, de trouver sa place dans la société, mais sans sortir d'un carcan qui nous est imposé. Un petit mot de conclusion donc, sur le succès de la pièce ou... Oui, dans la suite de ce que vous venez de dire, ça donne envie. Quand on a une vie, peut-être finalement on est tous malgré nous un peu banal. Et c'est vrai que de voir quelque chose d'un peu plus qui paraît exceptionnel, qui sort même de ce qu'on pourrait penser nous-mêmes, ça fait du bien. Le journal d'un fou, pièce de Nikolaï Gogol, qui va être en tournée avec la Compagnie des Perspectives et Antoine Robinet, dont on peut souligner une nouvelle fois la performance dans le rôle de Pavlychyn. Merci messieurs, dames. Donc je rappelle, Estelle Béline, plasticienne, Daria Stinichkina, professeur agrégé de russe en thèse en doctorat à la Sorbonne, Clément Langlois, psychanalyste avec nous, et Bruno Desroux, metteur en scène. À la semaine prochaine pour une nouvelle émission.